Millionaire Library. Tu te sens sous-estimé, pas parce que tu manques de talent, parce que tu vis comme si le monde récompensait naturellement ce qui est juste. Tu fais les choses bien, tu tiens tes mots, tu travailles, tu évites le conflit, et tu regardes des gens moins capables que toi prendre de la place, parler plus fort, être choisi, être invité, être protégé. Ça te ronge, parce que tu n'as pas envie de devenir comme eux. Alors tu fais un pacte silencieux. Rester propre et attendre que la réalité finisse par être logique. Elle ne le sera pas. Ce que tu appelles fatigue, procrastination, manque de confiance, c'est souvent autre chose. C'est la sensation de jouer une partie truquée avec des règles morales qui ne s'appliquent qu'à toi. Tu as l'impression d'être en retard, mais en réalité, tu es mal positionné. Tu donnes trop d'accès. Tu expliques trop, tu te rends trop lisible, tu cherches l'approbation au lieu de construire une nécessité et tu confonds gentillesse et sécurité. Le pouvoir ne t'attaque pas toujours. Il t'endort, il te donne l'illusion d'être important, puis il te retire sans bruit. Ce moment-là, tu le connais déjà, quand on ne te rappelle plus, quand on te répond plus froidement, quand ta présence devient optionnelle, quand tu sens que quelque chose a basculé mais que tu ne peux pas le prouver. Et tu te reproches même d'y penser, comme si la lucidité était une faute. Elle ne l'est pas, c'est juste tardif. La vérité est simple. Dans chaque environnement, quelqu'un tient un levier, une information, une relation, un accès, une compétence rare, un récit crédible, une capacité à gérer une crise sans paniquer. Tant que tu ne tiens aucun levier, tu es un exécutant, même si tu es brillant. Et les exécutants finissent par se fatiguer, parce qu'ils donnent leur énergie à des gens qui la transforment en pouvoir. Tu n'as pas besoin d'être plus motivé, tu as besoin de cesser de te livrer, tu as besoin de te rendre moins accessible, moins prévisible, moins remplaçable. Tu as besoin de comprendre que la loyauté n'est pas une armure, c'est une cible si elle n'est pas accompagnée de valeurs rares et de contrôle. Les 48 lois que je te donne ne sont pas là pour te rendre méchant, elles sont là pour te rendre impossible à utiliser. Elles te montrent ce que les autres font déjà, mais en silence. Elles t'apprennent à repérer le jeu avant d'en être la monnaie. Et je commence par la base, parce que tant que tu ne la comprends pas, tout le reste est du théâtre. Loi 1. Ne sois jamais facilement remplaçable. Si ton départ ne coûte rien, tu n'as aucun poids. C'est dur à entendre, mais c'est propre. Le pouvoir commence quand ton absence crée un problème, pas un drame. Un problème concret, un retard, une perte, un risque. Et ça ne se construit pas en travaillant plus. Ça se construit en occupant une zone où ton savoir est relié à une continuité, où ton rôle touche un point sensible, où ton nom est associé à une stabilité. Ça peut être une compétence rare, une relation unique, une capacité à gérer une crise sans paniquer, une compréhension du système que les autres n'ont pas, ou un accès qu'on ne te confierait pas à la légère. Si tu te contentes d'être bon, tu seras remplacé par un autre bon. Si tu deviens un nœud, on négocie avec toi. J'ai vu un garçon perdre un poste qu'il croyait solide. Il était efficace, loyal, toujours disponible. Il disait oui à tout. Le jour où il a demandé une augmentation, on l'a remercié poliment. Il n'a pas compris. En vérité, il avait construit l'image parfaite du remplaçable. Aucune frontière, aucune rareté, aucune zone protégée. Il était utile, mais pas stratégique. À l'inverse, j'ai vu une femme moins brillante techniquement, mais impossible à sortir, parce qu'elle tenait 3 choses. La relation client, les historiques et la confiance du décideur. Ce n'était pas plus de travail, c'était un placement. Elle n'était pas la meilleure, elle était la clé. Et une clé ne se remplace pas par un discours, elle se remplace par un chantier. Alors tu fais quoi concrètement? Tu arrêtes de distribuer ton savoir comme une preuve d'humilité. Tu arrêtes d'être accessible comme si c'était une vertu. Tu choisis une zone où tu peux devenir rare, puis tu la verrouilles. Tu documentes moins à l'extérieur. Tu gardes l'essentiel pour toi. Tu deviens fiable, mais pas transparent. Tu donnes des résultats, mais pas des recettes. Et tu apprends à dire non sans justification longue. Les gens ne respectent pas toujours le talent, ils respectent la frontière. Et surtout, tu observes. Qui a intérêt à te garder faible? Qui profite de ton envie d'être apprécié? Qui te félicite quand tu restes à ta place? Cette question, tu ne la poses pas souvent. Tu devrais. Tu n'es pas trop gentil, tu es trop ouvert. Et l'ouverture dans un monde de levier est une invitation. Je te laisse avec une image simple. Dans une pièce, il y a toujours quelqu'un qu'on ne contredit pas. Ce n'est pas forcément le plus fort, c'est celui dont le départ ferait peur. Deviens cette absence-là, pas pour dominer, pour respirer enfin. Et quand tu commenceras à changer, tu verras un phénomène étrange. Certains te respecteront soudain, d'autres te testeront. Les tests sont une bonne nouvelle. Ça veut dire que tu n'es plus un meuble. Si tu veux continuer, ne cherche pas à apprendre ces lois comme des slogans. Observe-les cette semaine. Dans ton travail, tes relations, tes échanges, repère où tu es remplaçable et où tu peux cesser de l'être. On reprendra à partir de là. Chapitre 2. Tu l'as déjà fait. Cette phrase que tu as dite, entre nous. Ce détail que tu as donné comme preuve de proximité, ce petit aveu que tu as lâché pour créer du lien, pour montrer que tu étais humain, simple, fiable.
et tu as senti, sans pouvoir le formuler, que quelque chose venait de changer dans la pièce. Pas un danger immédiat, une bascule, comme si l'air s'était déplacé. Le problème, ce n'est pas que les gens mentent. Le problème, c'est que toi, tu utilises la confiance comme une monnaie. Et dans certains milieux, la confiance n'est pas une monnaie, c'est une faiblesse qu'on collecte. Tu crois que faire confiance accélère les relations. Ça accélère surtout la vitesse à laquelle on te lie, puis la vitesse à laquelle on te place, puis la vitesse à laquelle on te rend inutile. Tu appelles ça déception, trahison, mauvaise chance. Eux appellent ça extraction. Ils prennent ce qui les sert, et quand tu n'as plus rien à donner, ils se déplacent. Le monde ne te doit pas de cohérence morale, il te doit seulement les conséquences de ta lucidité ou de ton absence de lucidité. Loi 2. Tue la confiance avant qu'elle ne te tue. Ça ne veut pas dire devenir froid en surface, ça veut dire devenir précis à l'intérieur. La confiance n'est pas un sentiment, c'est un risque, et les risques se calculent. Quand tu accordes trop vite, tu fais 3 choses à la fois. Tu révèles ta manière de penser, tu exposes ton besoin d'être accepté, et tu donnes à l'autre une carte de ton territoire. L'erreur profonde des ambitieux sous-estimés, c'est de croire qu'ils doivent se montrer pour être choisis. Non. Plus tu te montres, plus tu donnes de prise. Tu te dis « je veux être transparent pour qu'on me comprenne », mais ce n'est pas de compréhension qu'ils ont besoin, c'est de prévisibilité. Et si tu deviens prévisible, tu deviens manipulable. Tu veux un exemple simple, sans drame. Un associé te demande comment tu as obtenu un client. Tu racontes le vrai chemin, les messages, le ton, la promesse. Tu te dis que tu construis une équipe. En réalité, tu lui donnes la recette qui te rendait unique. Quelques semaines plus tard, le client préfère passer par lui. Personne ne t'attaque, personne ne te vole officiellement. On t'a juste remplacé. Et tu n'as rien à dire, parce que tu as toi-même offert la clé. La confiance crée ces situations-là, silencieuses, propres, irréfutables. Et c'est pour ça qu'elles te détruisent. Tu ne peux même pas te défendre sans avoir l'air paranoïaque. Il y a une autre couche, plus intime. Quand tu fais confiance trop vite, tu t'autorises à baisser ta garde émotionnelle. Tu te permets de chercher du réconfort là où tu devrais chercher de l'information. Tu cherches une relation quand tu es en réalité dans un rapport de force. Tu peux appeler ça cynisme. Je l'appelle économie d'énergie. Parce que ce qui t'épuise, ce n'est pas le travail, c'est l'effort mental d'être bien avec des gens qui, eux, n'essaient pas d'être bien. Ils essaient d'être gagnants. Loi 3. Ne confonds jamais proximité et loyauté. La proximité est un décor, la loyauté est une décision, et elle coûte toujours quelque chose. Tant que l'autre n'a rien sacrifié pour toi, tu n'as aucune preuve. Il t'offre sa présence parce que ça ne lui coûte rien. Il te dit « je suis avec toi » parce que ça sonne bien. Il te félicite parce qu'il veut être dans ton cercle, pas parce qu'il veut te protéger. C'est là que tu dois changer de regard. Tu ne dois plus écouter ce que les gens promettent, tu dois observer ce qu'ils risquent. Celui qui ne risque rien peut changer de camp demain sans perdre son confort. Celui qui a risqué quelque chose à tes côtés réfléchit avant de te trahir. Beaucoup de gens ambitieux sont détruits non pas par des ennemis, mais par des proches sans colonne. Ils ne trahissent pas par cruauté, ils trahissent par opportunisme doux. Ils se racontent qu'ils n'avaient pas le choix. Ils en avaient toujours un. Ils ont choisi celui qui leur coûtait le moins. Loi 4. Ne donne jamais une information qui pourrait servir à te contourner. Tu crois que tu partages. En réalité, tu fabriques parfois ton propre substitut. Il y a une différence entre être généreux et être perméable. Tu peux aider sans te rendre copiable. Tu peux parler sans livrer les angles morts. Tu peux créer du lien sans déposer ton intimité sur la table. La plupart des erreurs de pouvoir ne sont pas des erreurs d'action, ce sont des erreurs de divulgation. Un détail sur ton budget, une peur que tu confies, un doute sur ton projet, une tension avec quelqu'un, une envie d'argent, une fatigue, une ambition trop claire. Tout ce qui sort de toi devient une matière que quelqu'un peut remodeler. Parfois pour t'aider, oui, parfois pour t'encercler, souvent sans même en avoir conscience. Je te raconte une histoire sobre. Un homme travaillait dans une boîte où il était apprécié. Il parlait beaucoup, il voulait être vu comme fiable, il expliquait ses méthodes, ses process, ses astuces. Il était fier d'être utile. Un jour, un nouveau manager arrive, poli, curieux.
Il pose des questions, prend des notes. 2 mois plus tard, l'homme est déplacé sur un poste moins stratégique. On lui explique que c'est une opportunité. En réalité, on avait extrait son savoir, formalisé ses méthodes et rendu son rôle transférable. Il n'a pas été puni, il a été rationalisé. Et ce qui l'a détruit, ce n'est pas la perte du poste, c'est l'injustice silencieuse. Il n'avait même pas d'ennemis à haïr, il avait juste été naïf. Loi 5, ne te laisse jamais enfermer par une émotion partagée. C'est subtil. Quelqu'un te dit « moi aussi j'ai souffert, moi aussi j'ai été trahi, moi aussi je veux réussir » et tu sens un lien. Tu te dis « enfin quelqu'un qui comprend ». Attention, les émotions communes créent une illusion de fraternité. Mais la fraternité n'existe que quand les intérêts tiennent sous pression. Beaucoup de gens utilisent la vulnérabilité comme un crochet. Ils te font descendre à leur rythme, puis ils montent en prenant appui sur toi. Ce n'est pas toujours volontaire, mais l'effet est le même. Tu donnes de la profondeur, ils prennent de la position. Si tu veux avancer, tu dois apprendre à rester stable même quand l'autre t'offre une intimité rapide. C'est un test déguisé. Est-ce qu'il va s'ouvrir? Est-ce qu'il va se livrer? Est-ce qu'il va chercher un ami? Celui qui cherche un ami dans un champ de levier devient un outil. Loi 6, la confiance, si tu la donnes, doit être fractionnée. Ce n'est pas « je te fais confiance » ou « je ne te fais pas confiance ». C'est « je te fais confiance sur ceci, dans ce cadre, pendant ce temps, avec cette limite, et je garde le reste ». C'est froid, oui, c'est aussi ce qui te rend durable. Tu n'as pas besoin d'être fermé, tu as besoin d'être compartimenté. Les gens les plus dangereux ne sont pas ceux qui mentent tout le temps, ce sont ceux qui savent exactement quelle part de vérité donner pour que tu offres le reste. Alors maintenant, une question, rare, et je ne veux pas que tu répondes vite. Qui autour de toi sait trop de choses sur toi sans avoir jamais payé le prix de cette connaissance? Tu verras que ce n'est pas un détail, c'est une structure, et quand tu commenceras à réduire l'accès, tu vas ressentir quelque chose d'étrange. Certains vont se vexer, d'autres vont se rapprocher autrement. Les vexations te montreront qui utilisait ton ouverture comme un droit. Les autres te montreront qui te respecte même quand tu deviens moins lisible. Ne cherche pas à couper tout le monde, ce serait de la panique. Cherche juste à reprendre le contrôle de ce que tu laisses entrer et sortir. Cette semaine, fais une seule chose. Avant de parler, demande-toi si ce que tu vas dire augmente ton levier ou augmente celui de l'autre. Et si tu veux continuer, fais-le sans en parler à personne. Même ça, on peut te le voler. Chapitre 3. Tu réagis trop vite. Pas parce que tu es faible, parce que tu as été dressé à croire que répondre immédiatement prouve ta valeur. On t'a appris à être disponible, à être clair, à être cohérent. Tu penses que le monde respecte la franchise. Il respecte surtout la maîtrise. Et la maîtrise commence là où tu arrêtes de te livrer au rythme des autres. Le problème profond, ce n'est pas qu'on te manque de respect, c'est que tu laisses les autres choisir ton tempo. Ils t'énervent, ils t'accélèrent. Ils te flattent, ils te ramollissent. Ils te pressent, tu te justifies. Ils te provoquent, tu exploses. Et à chaque fois, tu perds quelque chose. Une image, une option, un silence utile, une position. Le pouvoir n'est pas dans la force. Il est dans la capacité de garder une marge entre ce qui te touche et ce que tu fais. Cette marge-là, tu peux la construire, mais il faut accepter une idée qui heurte l'ego. La spontanéité te coûte plus cher que l'erreur. Loi 7. Maîtrise le temps ou sois détruit par lui. Le temps est l'arme la plus sous-estimée parce qu'elle ne laisse pas de traces. Celui qui te fait agir vite te vole la réflexion, donc te vole l'avantage. Regarde la plupart des disputes, la plupart des mauvaises décisions, la plupart des contrats humiliants. Ils ont été signés sous pression. Pas toujours une pression externe, souvent une pression interne. La peur de perdre une opportunité, la peur de décevoir, la peur de paraître lent. Un jour, j'ai vu un garçon brillant se faire écraser sans que personne ne l'insulte. On lui a simplement dit « On a besoin de ta réponse aujourd'hui ». Il a dit oui trop vite. Il a accepté un rôle qui l'exposait, sans ressources, sans protection, sous prétexte de confiance. 3 mois après, on l'a rendu responsable d'un échec qu'il n'avait pas créé. Personne n'a menti. On a juste utilisé sa vitesse contre lui. Le temps, quand tu le reprends, fait 2 choses. Il révèle qui te respecte et il étouffe les manipulations. Celui qui s'énerve quand tu prends du temps t'annonce déjà qu'il voulait te contrôler. La phrase la plus puissante dans un jeu de pouvoir n'est pas une menace, c'est « je reviens vers toi ». Loi 9. Brûle le passé. Ce que tu as été n'est pas un contrat, c'est un costume. Et parfois, ce costume te tue socialement.
On te garde dans une case parce que ça arrange les autres. Le gentil, le travailleur, le discret, le fiable. Ils t'aiment comme ça parce que ça les rassure. Mais le moment où tu veux monter, tu sens la résistance. Pas ouverte, mais moqueuse, minimisante, passive. Ils ne te disent pas non, ils te rappellent subtilement qui tu étais. L'erreur, c'est de te défendre avec ton histoire, de dire « oui, mais moi, j'ai toujours… » Non, tu n'as pas à justifier ton évolution. Tu changes, point. Tu peux honorer ton passé en privé. En public, tu le mets au feu si nécessaire. Pas en reniant tout, en cessant d'y être enfermé. J'ai connu quelqu'un qui voulait passer d'exécutant à décideur. Chaque fois qu'il proposait une idée, on lui répondait avec un sourire « c'est sympa, toi tu es dans l'opérationnel ». Il aurait pu se vexer, insister, prouver. Il a fait plus simple. Il a changé de terrain. Nouvel environnement, nouvelles relations, nouveau récit. En 6 mois, il était perçu différemment, non parce qu'il avait changé, mais parce que personne n'avait l'ancien dossier mental sur lui. Parfois, ton problème n'est pas ta compétence, c'est l'image que les autres ont intérêt à conserver. Loi 10. Utilise la culpabilité pour enchaîner les autres, jamais toi-même. La culpabilité est une laisse. On l'utilise contre toi quand on veut que tu cèdes sans débat. On te fait sentir ingrat, trop ambitieux, trop exigeant, pas assez patient. On te renvoie à ce que tu dois. Et toi, tu te plies parce que tu as une conscience. Mais ta conscience, si elle n'est pas cadrée, devient un outil pour les autres. La culpabilité te fait expliquer, te fait réparer ce que tu n'as pas cassé, te fait porter un poids qui n'est pas le tien. La règle, ici, est simple. Ne laisse jamais quelqu'un définir ta dette. Une dette réelle se mesure. Une dette imaginaire te vide. Et quand tu dois agir, tu agis sans te punir mentalement. Sinon, tu ralentis, tu hésites, tu te sabotes. Tu peux être humain sans être manipulable. Tu peux être correct sans t'offrir en sacrifice. Loi 11. Utilise le chaos comme une échelle. Le chaos arrive toujours. Une crise, une rupture, une réorganisation, une trahison, une perte. Les gens faibles cherchent à revenir au calme. Les gens lucides cherchent à comprendre où le centre de gravité se déplace. La plupart paniquent parce qu'ils ont besoin que le monde reste stable pour se sentir en sécurité. Toi, tu peux apprendre autre chose. Quand tout bouge, les positions se libèrent, les règles se réécrivent, les hiérarchies tremblent. C'est inconfortable, mais c'est un moment rare où même un outsider peut devenir indispensable. Pas en créant le chaos, en y entrant avec une tête froide. J'ai vu une équipe s'effondrer après un conflit interne. Tout le monde se plaignait, accusait, se protégeait. Un seul est resté calme. Il a pris en charge un petit morceau critique que personne ne voulait gérer. Pas par héroïsme, par stratégie. Dans la tempête, il est devenu le point fixe. 3 semaines après, c'était lui qu'on consultait. Le chaos ne récompense pas les plus bruyants, il récompense ceux qui gardent une direction quand les autres cherchent un coupable. Loi 12. Ne parle jamais sous l'effet de l'émotion. C'est là que tu te fais voler le plus. Un mot de trop, une vérité lâchée par colère, une justification inutile par peur, une promesse par excitation. Les émotions te rendent lisible, donc prévisible, et la prévisibilité est une porte ouverte. Tu n'as pas à devenir une statue, tu as à devenir difficile à déclencher. Le silence n'est pas un vide, c'est un outil. Il laisse l'autre parler, il laisse l'autre se dévoiler, il te laisse choisir. Si tu sens la montée, tu poses, tu te retires, tu reviens avec une phrase courte. Pas pour dominer, pour rester maître de ta trajectoire. Et si on t'accuse d'être froid, tu ne te défends pas, tu observes. Ceux qui veulent te voir réagir veulent souvent te voir perdre. Garde ça. Tu n'as pas besoin d'être aimé au moment exact où tu poses une limite. Tu as besoin d'être respecté sur la durée. Cette semaine, tu peux faire une seule chose, discrète, sans en parler. Quand tu sens l'urgence, tu ralentis. Quand tu sens l'émotion, tu te tais. Et tu regardes ce qui se passe. Tu verras qui s'impatiente, qui insiste, qui s'adapte. Tu verras aussi quelque chose d'autre, plus intime. Le calme commence à te rendre plus lourd, plus stable, presque inquiétant. C'est normal. La plupart des gens n'ont pas l'habitude qu'on ne leur donne pas tout de suite. On continue au prochain chapitre.
pas parce que tu as besoin de ces lois, parce que tu as besoin d'arrêter de te faire déplacer. Chapitre 4. Tu n'as pas un problème de talent, tu as un problème de structure. Tu donnes, tu aides, tu soutiens, tu expliques, tu portes, et puis tu regardes autour de toi et tu vois que ceux qui montent ne sont pas forcément ceux qui méritent. Ce sont ceux dont l'absence ferait peur, ceux dont la présence change la trajectoire des autres. Toi, tu es souvent utile, eux, ils deviennent nécessaires. La différence est froide, mais elle est simple. L'utile reçoit des remerciements, le nécessaire reçoit des concessions. Loi 13. Rends les dépendants, puis retire-leur toute illusion d'alternative. La plupart des gens essaient d'être aimés. C'est une stratégie fragile. L'amour se retourne, se lasse, se compare. La dépendance, elle, tient même quand l'estime baisse. Quand quelqu'un dépend de toi pour un accès, une solution, un résultat, une stabilité, il peut te critiquer, te jalouser, te détester parfois, mais il reste, il s'accroche, parce qu'il n'a pas envie de reconstruire ailleurs ce que tu lui fournis. Tu vois le mécanisme partout, dans l'argent, dans les relations, dans les carrières. Ceux qui contrôlent une ressource contrôlent les comportements. Pas besoin de crier, pas besoin d'imposer. Il suffit de faire comprendre que sans toi, ça se complique. Et attention au piège inverse. Si toi tu dépends trop vite, tu perds ton centre. Une dépendance non choisie te rend docile. Alors tu construis des dépendances chez les autres et tu élimines les tiennes. C'est le cœur de la position dominante. Loi 15. Ne transmets jamais la recette complète. Donne des résultats, pas des clés. Tu veux être respecté, alors tu montres tout. Tu détailles, tu expliques, tu formes. Tu penses que la transparence crée la confiance. Parfois, oui, mais quand l'enjeu monte, la transparence crée surtout ton remplaçant. Les gens ne te remplacent pas toujours par méchanceté. Ils le font parce que c'est logique, et toi, tu leur as rendu ça facile. Tu peux aider sans te rendre reproductible. Tu peux livrer une solution sans dévoiler l'architecture. Tu peux donner une direction sans offrir le plan complet. Si quelqu'un veut ton pouvoir, qu'il paie le prix. Le temps, l'effort, le risque. Ne lui fais pas cadeau de l'essentiel. Un mentor transmet une vision. Un naïf transmet ses leviers. Loi 15. Écrase complètement ou ne frappe pas. Beaucoup de pertes viennent des demi-décisions. Tu coupes une relation, mais tu laisses une porte. Tu poses une limite, mais tu t'excluses trop. Tu refuses, puis tu compenses. Tu déclares une position, puis tu la négocies sous la première pression. Résultat, tu ne crées pas de respect, tu crées de la contestation. Les gens testent toujours ce qui n'est pas fermé. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce que c'est humain. Si une limite bouge, elle devient une matière à modeler. J'ai vu un associé décider de se séparer d'un partenaire toxique, qu'il a voulu être élégant. Il a laissé des accès, des documents, des contacts, une place dans le récit. 6 mois après, il était encore en train de réparer les dégâts parce que l'autre existait encore dans le système. L'erreur n'était pas d'avoir été trop dur, l'erreur était d'avoir été incomplet. Quand tu tranches proprement, sans violence mais sans ambiguïté. Dans ces jeux-là, l'ambiguïté n'est pas de la bonté, c'est une fuite. Loi 16. Désoriente par la contradiction contrôlée. La cohérence absolue est une cage. Si on peut te prédire, on peut te piloter. Beaucoup d'ambitieux se trahissent par leur régularité. Même réaction, mêmes explications, mêmes valeurs affichées, même peur. Les autres apprennent ton modèle, puis ils te déplacent comme on déplace une pièce connue. L'imprévisibilité, quand elle est maîtrisée, crée une hésitation chez l'autre. Et l'hésitation est une fenêtre. Ça ne veut pas dire mentir tout le temps. Ça veut dire ne pas être lisible. Parfois, tu réponds vite, parfois, tu ne réponds pas. Parfois, tu es chaleureux, parfois, tu restes neutre. Parfois, tu donnes, parfois, tu retires. Non par humeur, par stratégie. Tu casses l'automatisme des autres. Tu les obliges à se demander qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Et quand ils passent leur temps à te lire, ils ont moins de temps pour te piéger. Loi 17. Sois visible, jamais transparent. On croit souvent que le pouvoir se cache. Erreur. Le pouvoir sait se montrer. Il sait occuper l'espace. Mais il ne se révèle pas. Il laisse les gens spéculer, projeter, fantasmer. La transparence totale est un acte de soumission moderne. Tu donnes ton histoire, tes intentions, tes failles, et tu espères que ça te protège. Ça ne protège pas. Ça donne une carte. Sois vu, sois présent dans les endroits qui comptent. Laisse ton nom circuler.
Laisse des traces de compétences, mais garde une zone intacte, inaccessible, une part de toi qui n'est pas disponible à l'analyse. Ce mystère, même léger, change la dynamique, parce que ce qu'on ne comprend pas totalement, on le traite avec prudence. Loi 18. Ne révèle jamais la source de ton pouvoir. Si quelqu'un comprend exactement comment tu obtiens tes résultats, il cherchera à capter la source, à la copier ou à la couper. Un levier n'est puissant que tant qu'il reste hors de portée. Ça peut être un contact, une information, une manière de négocier, une discipline, un système. Tu peux attribuer à la chance, au timing, au travail, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on ne puisse pas remonter à la mécanique. Je te donne une scène simple. Un freelance commence à bien gagner sa vie. Il est fier. Il raconte tout. Où il trouve ses clients, quel message il envoie, comment il fixe ses prix, comment il clôture. 2 personnes autour de lui font la même chose. La troisième fait mieux, parce qu'elle a moins de scrupules. En quelques mois, le marché autour de lui change. On le compare, on négocie plus agressivement. On lui demande de justifier. Il se sent attaqué. En réalité, il a juste exposé sa source. Il a rendu sa rareté commune. Ce qui était un avantage devient un standard. Et un standard se paie moins cher. Ne fais pas de ton pouvoir une démonstration, fais-en une évidence. Loi 13 à 18 ne te demande pas de devenir un autre homme, elle te demande de te respecter assez pour ne plus te distribuer gratuitement. Parce que le problème profond chez toi, ce n'est pas l'ambition, c'est la culpabilité d'avoir de l'ambition. Tu crois encore que pour rester bien, tu dois rester accessible, que pour rester aimable, tu dois rester compréhensible, que pour rester clean, tu dois tout expliquer. C'est comme ça qu'on t'achète à bas prix. Une question, juste une, et laisse-la flotter. Qui, dans ta vie, bénéficie le plus de ton absence de frontières? Ne réponds pas tout de suite, observe plutôt. À partir de maintenant, quand tu donnes, donne avec une limite. Quand tu aides, garde une part du mécanisme. Quand tu coupes, coupe vraiment. Quand tu te montres, garde ton centre hors de portée. Fais-le sans discours, sans annonce, et regarde les réactions. Certaines seront minuscules, mais elles t'indiqueront exactement où se trouve ton prochain levier. Si tu veux continuer, fais une chose très simple avant le prochain chapitre. Choisis un domaine précis où tu es encore trop transparent et ferme juste une porte, une seule. Pas pour punir, pour voir qui panique quand tu redeviens propriétaire de toi-même. Chapitre 5. Il était en train de tomber, et ton premier réflexe a été de le retenir, par habitude, par morale, par réflexe de bonne personne. C'est là que tu te fais voler le plus, quand tu crois que tu dois empêcher les autres de payer le prix de leur propre choix. Les jeux de pouvoir ne te détruisent pas seulement par attaque, ils te détruisent en te recrutant comme amortisseur. Tu absorbes les chocs, tu rends les situations respirables, tu répares, tu pacifies, tu expliques, tu excuses, tu deviens le type fiable. Et pendant que tu tiens le plafond, les autres déplacent les meubles. Tu crois que tu es indispensable parce qu'on t'appelle souvent. Parfois, on t'appelle surtout pour ne pas affronter la conséquence. Il y a un moment où la maturité devient une violence intérieure. Accepter que tout le monde n'a pas à être sauvé et que ton énergie n'est pas un service public. Loi 19. Laisse tes ennemis se détruire eux-mêmes. Ton erreur, quand tu es lucide et rapide, c'est de vouloir finir la partie tôt. Tu vois les manœuvres, tu sens les tensions, tu devines les intentions et tu veux régler. Mais régler, souvent, c'est exposer. Celui qui attaque trop vite se révèle. Celui qui se justifie trop tôt se fragilise. Laisse la gravité faire son travail. Beaucoup de gens sont leur propre poison. Ego, impatience, besoin de briller, avidité, jalousie. Tu n'as pas besoin de les vaincre frontalement. Tu as juste besoin de ne pas les interrompre. Dans une entreprise, j'ai vu un manager pousser tout le monde à bout. Il coupait la parole, il promettait puis oubliait, il prenait les idées et signait à sa place. Un collègue plus jeune voulait le confronter. Je lui ai dit « Attends ». 2 semaines plus tard, le manager a explosé en réunion devant un client. Personne n'a eu besoin de le dénoncer. Son propre style l'a dénoncé. Le jeune collègue, lui, est resté calme, utile, stable. Il a ramassé la crédibilité sans se salir. Ça demande une discipline rare, ne pas confondre justice et précipitation. Ton pouvoir, c'est de laisser les gens se révéler. Loi 20. Sois froid quand c'est nécessaire. Tu as une peur que tu ne dis pas, perdre ton humanité. Alors tu négocies trop avec toi-même. Tu te demandes si tu es dur, tu t'inquiètes d'être mal perçu.
Et pendant ce temps, d'autres tranchent sans trembler. Le froid dont je parle n'est pas la cruauté, c'est l'absence de théâtre émotionnel au moment de décider. Quand une ligne est franchie, tu n'ouvres pas un débat infini. Quand une trahison éclaire, tu ne cherches pas une version qui te rassure, tu coupes proprement. Une décision froide peut sauver des années de dilution. Je me souviens d'un partenaire qui oubliait toujours de payer à temps, toujours une excuse, toujours un sourire. L'autre partie, trop correcte, se disait « il traverse un moment ». À force, ce n'était plus un moment, c'était un modèle. Le jour où il a posé une limite sèche, sans colère, sans menace, juste une clause et une conséquence, l'autre a compris instantanément. Le respect n'est pas un sentiment, c'est un calcul. Et parfois, ton calme doit faire plus peur que ta colère. Loi 21. Construis des murs, pas des ponts. Tu as été conditionné à créer du lien, à être accessible, à te rendre simple. Dans les milieux où l'influence compte, l'accessibilité permanente est une dévaluation. Plus tu es atteignable, plus on se permet. Un mur, ce n'est pas une fermeture hostile, c'est une distance utile. Tu choisis quand, comment et à quel niveau les autres ont accès à toi. Tu cesses d'être disponible à la demande, tu redeviens disponible à la décision. Ça change tout. On te respecte davantage, on te sollicite différemment. On hésite à te manquer de respect parce que tu n'es plus certain. Le mur le plus puissant n'est pas « je disparais », c'est « je réponds quand c'est pertinent ». Ton temps est un territoire. Si tu le laisses envahir, tu n'auras jamais d'empire intérieur. Loi 22. Piège les choix que tu contrôles. Les gens détestent qu'on leur dise quoi faire, mais ils adorent choisir entre deux options. Si tu veux garder la main, tu n'imposes pas toujours. Tu cadres, tu proposes deux chemins et les deux te conviennent. Ça ne concerne pas seulement la manipulation des autres, ça concerne aussi ta protection. Quand tu négocies, arrête de demander « qu'est-ce que vous voulez ?» parce que tu ouvres un champ où tu seras poussé à céder. Propose, cadre. Par exemple, soit on signe avec ces conditions, soit on ne signe pas et on reprend dans 3 mois. Soit tu es dedans à ce niveau, soit tu restes dehors, mais je ne fais pas un entre-deux qui m'épuise. Beaucoup d'ambitieux se font manger par les zones grises. Ils veulent être flexibles. Ils finissent confus. La clarté, c'est un piège pour les autres et une délivrance pour toi. Et tu vas remarquer un détail. Ceux qui t'aiment vraiment n'ont pas besoin d'un flou infini. Ceux qui profitent, si. Loi 23. Allume des incendies que tu peux éteindre. Tu n'as pas besoin de créer du chaos partout, mais tu dois comprendre une mécanique fondamentale. La plupart des gens ne te donnent de la valeur que quand ils sentent un risque. Quand tout va bien, on t'oublie. Quand ça tremble, on te cherche. Alors, sans sabotage, tu peux apprendre à structurer des tensions utiles. Un délai, une rareté, un test, un retrait partiel. Pas pour manipuler comme un enfant capricieux, pour rappeler au système que tu es une variable, pas un décor. Un exemple simple. Tu donnes toujours plus que prévu. Tu sauves les projets, tu compenses. Le jour où tu t'arrêtes de compenser, ce n'est pas « tu fais du mal », c'est que tu laisses apparaître la vraie dette du système. Et alors, soit on te respecte enfin, soit on te remplace. Dans les deux cas, tu gagnes en clarté, parce que ce qui te tue, ce n'est pas la perte, c'est l'ambiguïté prolongée. Loi 24. Ne révèle jamais tout ton plan. C'est ici que tu dois entendre quelque chose de dur. Même les gens qui t'aiment peuvent te freiner. Pas par malveillance, par peur, par comparaison, par besoin que tu restes familier. Si tu annonces ton plan complet, tu déclenches des réactions avant d'avoir les résultats. Tu déclenches des conseils non sollicités, des doutes, des critiques, des sabotages doux. Ou pire, tu te mets toi-même en prison, parce que tu as parlé, donc tu dois prouver. Le pouvoir travaille mieux dans l'ombre, pas par honte, par efficacité. Offre des fragments, avance en silence, laisse les résultats parler avant les intentions. Je l'ai vu chez des entrepreneurs. Ceux qui racontent tout à l'avance cherchent de la validation. Ceux qui construisent sans expliquer cherchent de la position. Et la position, une fois acquise, rend les discussions inutiles. La vraie stratégie n'est pas un discours, c'est une trajectoire. Tu n'as pas à convaincre tout le monde, tu as à arriver. Voilà le point central de ce chapitre. Tu ne gagneras pas en force intérieure en ajoutant plus d'efforts. Tu gagneras en force intérieure en retirant ce qui te disperse. Laisser les gens se révéler, décider froidement, bâtir des murs, cadrer les choix, créer des tensions maîtrisées,
Garder ton plan hors de portée, tout ça n'a l'air de rien, mais ça te rend plus rare, plus stable, plus dur à utiliser. Et quand tu deviens dur à utiliser, tu deviens soudain respecté. Certains appelleront ça changement de personnalité. En réalité, c'est juste la fin de ta naïveté. Une question pour le silence, et je n'en veux pas la réponse tout de suite. Qui, dans ta vie, n'existerait plus dans ton quotidien si tu cessais de réparer? Observe sans accusation. Et si tu veux avancer vite, fais quelque chose de petit, dès aujourd'hui. Ferme une porte que tu laissais ouverte par habitude, sans t'expliquer, sans t'excuser. Juste une. Tu verras immédiatement qui dépendait de ton absence de mur. On continue après ça. Chapitre 6. Ce moment où tu entends ta propre idée sortir de la bouche de quelqu'un d'autre, avec ton ton, tes mots, mais sans ton nom. Tu sens une chaleur brève dans la poitrine, puis quelque chose se referme. Tu ne peux pas protester sans passer pour mesquin. Tu ne peux pas réclamer sans te dévoiler. Et tu comprends trop tard que le jeu n'était pas de créer, le jeu était de contrôler le récit. C'est là que beaucoup d'ambitieux se brisent. Ils sont pleins de valeur, mais ils la laissent circuler sans cadre, comme si le monde allait naturellement rendre à chacun ce qui lui appartient. Ils ne rendent rien. Ils redistribuent selon la force des positions. Ce chapitre parle de ça. Pas de morale, de direction. Loi 25. Reflète leurs désirs puis mène-les ailleurs. La plupart des gens ne suivent pas une vérité. Ils suivent une promesse qui ressemble à leur manque. Ils veulent se sentir compris, valorisés, rassurés, supérieurs, protégés. Si tu arrives avec ta vision brute, tu déclenches la résistance. Si tu arrives en reflétant d'abord ce qu'ils croient vouloir, tu désarmes. Ce n'est pas faire semblant, au sens vulgaire, c'est parler la langue de l'autre avant de l'emmener sur ton terrain. Un banquier ne prête pas parce que tu as une idée, il prête parce qu'il voit un risque cadré. Un client ne paie pas parce que tu es talentueux, il paie parce qu'il voit sa douleur disparaître. Une équipe ne te suit pas parce que tu as raison, elle te suit parce qu'elle se sent plus forte avec toi. Tu veux avancer? Commence par entendre ce que l'autre veut entendre, puis guide, sans expliquer la manœuvre. Si tu refuses ce principe par orgueil, tu vas continuer à perdre face à des gens moins profonds mais plus habiles. Loi 26. Enterre l'émotion sous la stratégie. Tu confonds encore émotion et vérité. Tu crois que ce que tu ressens doit être exprimé, sinon tu te trahis. En réalité, ce que tu ressens doit être utilisé, sinon tu te livres. La colère peut te donner du courage, mais elle te rend prévisible. L'enthousiasme peut te donner de l'élan, mais il te rend bavard. La peur peut te rendre prudent, mais elle te rend soumis. Le pouvoir ne consiste pas à ne rien ressentir, il consiste à choisir quand tes émotions deviennent visibles et quand elles restent privées. J'ai vu un garçon perdre un avantage financier juste parce qu'il avait envie de bien faire. On négociait un tarif, l'autre camp faisait traîner, posait des questions inutiles. Il s'est agacé, a montré son impatience, a défendu sa valeur avec trop d'énergie. À partir de là, l'autre a compris deux choses. Il a besoin de l'accord et il a peur de le perdre. La négociation était finie. Il avait offert sa faiblesse comme une information. Une stratégie simple l'aurait protégé. Ralentir, se taire, laisser l'autre se fatiguer, répondre court. Les émotions sont une carte. Si tu les montres, on te lit. Loi 27. Gagne avec les espions, pas avec les épées. Ça ne parle pas forcément d'espionner comme dans les films, ça parle d'écouter mieux que les autres, d'être celui qui collecte pendant que les autres parlent pour exister. La plupart des gens entrent dans une pièce avec une seule obsession, être perçus. Ils veulent être drôles, brillants, utiles, agréables. Ils parlent trop. Et pendant qu'ils parlent, ils livrent leur structure mentale, ce qu'ils veulent, ce qu'ils craignent, ce qu'ils cachent, ce qu'ils envient. Toi, tu dois apprendre à te nourrir de ça sans te dévoiler en retour. Pose une question simple, laisse un silence, regarde qui se précipite pour le combler, regarde qui cherche à te convaincre, regarde qui se justifie sans qu'on lui demande. Ce sont des informations d'une valeur absurde. Dans l'argent, c'est pareil, celui qui sait d'où vient la marge contrôle la marge, celui qui sait qui décide vraiment contrôle le processus. Le vrai pouvoir, c'est souvent une liste de détails que personne ne note. Loi 28. Joue sur les deux tableaux, mais ne sois fidèle à aucun. Cette loi est mal comprise par les naïfs. Ils pensent qu'il faut trahir tout le monde. Non. Il faut éviter de devenir l'otage d'un seul camp. Quand tu appartiens à une faction, tu hérites de ses ennemis, de ses limites, de ses aveuglements. Quand tu restes capable de parler à plusieurs, tu deviens un pont. Et un pont, dans un système, est souvent plus précieux qu'un soldat. Ça demande une discipline,
Ne pas te laisser avaler par les émotions de groupe, ne pas confondre loyauté et alignement permanent, ne pas défendre un camp juste parce qu'il t'a accueilli. Dans la vie réelle, ça ressemble à ceci. Tu travailles avec quelqu'un, tu l'apprécies, il te confie ses tensions avec un autre. Il veut que tu prennes position, que tu montres que tu es avec lui. Si tu cèdes, tu deviens un outil dans son conflit. Si tu restes neutre, il te testera, peut-être. Mais tu conserves ton levier. Tu peux négocier, arbitrer, disparaître, rester. La neutralité n'est pas de la lâcheté quand elle est armée. C'est une réserve de mouvement. Loi 29. Infecte l'effort de petites faiblesses. C'est la loi la plus dangereuse à appliquer bêtement et la plus utile à comprendre pour te défendre. Les gens pensent qu'on détruit quelqu'un avec une attaque frontale. Souvent, on le détruit avec des micro-perturbations, une rumeur douce, un doute semé au bon endroit, une information donnée au mauvais timing, une alliance discrètement fragilisée. Ça suffit à ralentir un projet, à isoler une personne, à rendre une équipe paranoïaque. Ce qui est important pour toi, ce n'est pas de devenir un saboteur, c'est de ne plus être une cible facile de sabotage. Comment ? En cessant d'être dépendant d'une seule relation, d'un seul canal, d'un seul appui. En gardant des alternatives, en protégeant ton image par des preuves simples, factuelles, sans théâtre. En ne laissant pas des zones floues où on peut t'attaquer sans que tu puisses répondre. Beaucoup se font détruire sans comprendre. Ils perdent des opportunités, des clients, des alliances. Et ils attribuent ça au hasard. Ce n'est pas toujours le hasard. Parfois, quelqu'un a simplement mis un caillou au bon endroit dans ta chaussure. Loi 30. Sois beaucoup de choses, mais jamais totalement définie. Ton identité actuelle est peut-être ton piège. Tu t'es décrit d'une certaine façon et tu t'y tiens comme si c'était un serment. Je suis loyal, je suis discret, je suis fiable, je suis gentil, je suis rationnel. C'est honorable. Et c'est exploitable. Plus tu es défini, plus on sait exactement quel levier tirer sur toi. Si tu veux une forme de liberté réelle, tu dois devenir plus difficile à cataloguer. Pas en jouant un rôle permanent, en gardant plusieurs faces accessibles selon le contexte. Parfois tu es chaleureux, parfois tu es neutre, parfois tu donnes, parfois tu refuses, parfois tu es présent, parfois tu deviens introuvable. Pas pour punir, pour garder le contrôle de ton image et de ton temps. Je te donne une histoire courte, sans gloire. Un homme que je connais était toujours le sauveur. On l'appelait dès qu'un problème apparaissait. Il aimait ça, au fond, parce que ça prouvait sa valeur. Puis un jour, il a compris que cette valeur ne le menait nulle part. Il réparait et les autres avançaient. Il a changé une seule chose, il a cessé d'être le même. Il a continué d'être compétent, mais il n'a plus été disponible par défaut. Il répondait parfois vite, parfois lentement. Il aidait parfois, parfois non. Il ne se justifiait pas. Au début, on l'a trouvé bizarre. Ensuite, on l'a respecté. Parce que soudain, son aide n'était plus un droit, c'était une décision. Le détail que je t'ai laissé au début, celui où tu entends tes mots dans une autre bouche, tu le reconnaîtras quand il arrivera parce qu'il fait mal d'une façon calme. Et c'est précisément à ce moment-là que tu dois te souvenir de ces 6 lois. Refléter, enterrer l'émotion, collecter, rester mobile entre les camps, te protéger des micro-attaques, refuser d'être défini. Ne cherche pas à corriger le monde, corrige ta position. Et si tu veux faire quelque chose maintenant, un geste simple, silencieux, cette semaine, donne une idée à personne tant que tu n'as pas décidé à quoi elle sert et qui en profite. Pas pour peur, par respect pour toi-même. Chapitre 7. Tu te réveilles un matin avec cette sensation précise. Tu as travaillé, tu as progressé, tu as même gagné un peu, mais tu es toujours vulnérable. Comme si ta réussite tenait sur du verre. Un mot peut casser une relation, une rumeur peut salir ton nom, une erreur peut te faire sortir du jeu. Et ce qui te met en rage, ce n'est pas la difficulté, c'est l'arbitraire.
Tu découvres que le monde ne détruit pas toujours les gens par manque de compétences, il les détruit par manque de réputation, par manque de narration, par manque de contrôle sur l'image. Tu veux de la stabilité? Alors tu dois comprendre une chose que beaucoup refusent. Ton identité publique est un actif, et si tu ne la construis pas, d'autres la construiront à ta place, avec leurs intérêts, leurs raccourcis, leurs envies. Loi 31. Séduis avec des rêves, pas avec la réalité. La réalité est sèche, elle ne fait pas bouger les foules, ni les équipes, ni les clients. Les gens suivent une projection, ils achètent une promesse, une direction, une histoire dans laquelle ils se sentent plus grands. Si tu arrives avec des faits bruts, tu crois être honnête, tu es surtout facile à ignorer. Séduire, ici, ce n'est pas manipuler vulgairement, c'est comprendre que l'humain n'avance pas à la logique, il avance à l'image. Tu veux être suivi? Alors tu dois t'offrir une vision, même petite, même sobre, une phrase qui fait lever la tête, un futur dans lequel l'autre se projette. Les décideurs ne payent pas pour ton effort, ils payent pour leur projection de ce que ton effort va produire. Si tu refuses ça, tu restes dans l'ombre, même avec du talent. Loi 32. Reflète l'ego de ton ennemi. L'ego est une serrure. Tu n'ouvres pas une serrure en la frappant, tu l'ouvres avec une clé. Et la clé de beaucoup d'hommes, c'est leur besoin d'être reconnus, d'être validés, d'être supérieurs. Si tu affrontes leur ego, tu déclenches la guerre. Si tu le reflètes juste assez, tu déclenches l'abandon de la méfiance. Tu ne flattes pas pour être aimé, tu flattes pour que l'autre baisse la garde. C'est froid, oui, mais regarde autour de toi. Ceux qui te font du mal ne le font pas toujours en criant, ils le font en te faisant parler, en te faisant prouver, en te faisant te justifier. L'ego, c'est ce qui fait tomber les gens intelligents, parce qu'il les rend bavards, nerveux, compétitifs. Ton job, c'est de laisser l'autre se sentir fort pendant que tu récupères l'information. Puis tu choisis. Loi 35. Construis ta réputation comme une forteresse. Si ton nom ne pèse rien, tu seras toujours négociable. On te testera, on te soupera, on t'ignorera. Et tu te diras « je dois prouver plus ». Erreur. La réputation précède la preuve. Elle la rend inutile. Une réputation forte te donne un avantage avant même d'ouvrir la bouche. Elle te permet de dire moins, de refuser plus, de négocier mieux. Comment on la construit? Pas en parlant de soi, en contrôlant les traces, en laissant des résultats visibles, répétables, cohérents. En étant associé à une qualité simple. Fiabilité, précision, courage, discrétion, efficacité. Choisis une seule qualité dominante, martela par les actes et protège-la comme un territoire. La réputation est une monnaie, facile à dépenser, difficile à regagner. Loi 34. Fais parler les autres pendant que tu restes silencieux. Tu veux être compris? Alors tu expliques. Tu veux être respecté? Alors tu argumentes. Mauvais réflexe. Plus tu parles, plus tu offres des prises. Les gens intelligents ne se trahissent pas par ce qu'ils disent, ils se trahissent par ce qu'ils disent en trop. Un silence bien placé force l'autre à se dévoiler. Il remplit le vide avec son ego, ses peurs, ses intentions. Et toi, tu observes, tu apprends, tu choisis. Dans un échange, celui qui parle le plus n'est pas toujours celui qui contrôle. Souvent, c'est celui qui cherche à contrôler. Le contrôle réel se voit à la capacité de rester calme, de laisser l'autre se compromettre, de ne pas courir après l'approbation. Si tu veux du pouvoir, apprends à aimer le silence. Il te protégera plus que ton intelligence. Loi 35. Réécris les règles, puis obéis-y en public. Les gens adorent les règles quand elles les protègent. Ils détestent les règles quand elles les limitent. Le pouvoir consiste à créer des standards que les autres respectent pendant que toi, tu gardes la liberté de manœuvre. Ça ne veut pas dire devenir hypocrite visible, ça veut dire construire un cadre où même quand tu fais une exception, personne n'ose te juger. Parce que tu as écrit le récit, tu as défini la norme. Dans une équipe, dans une relation, dans un business, si tu laisses les autres définir ce qui est normal, tu deviens prisonnier. Si tu définis toi-même ce qui est acceptable, tu deviens référence. On ne t'évalue plus, on s'ajuste à toi. Loi 36. Prédis leur coût avant qu'ils ne le donnent.
La majorité des gens vivent en réaction. Un message les déclenche, une critique les déstabilise, une opportunité les excite, et ils bougent. Toi, tu dois apprendre à voir les schémas. Qui répète le même test? Qui provoque quand il se sent faible? Qui flatte avant de demander? Qui disparaît avant de trahir? Les humains ont des routines, même les manipulateurs. Si tu observes assez longtemps, tu peux souvent anticiper. Et anticiper, c'est déjà gagné. Parce que tu n'es plus surpris, tu ne réponds plus sous émotion, tu prépares, tu cadres, tu poses des limites avant l'attaque. Et l'autre, face à une limite posée avant même sa manœuvre, perd son avantage principal, l'effet de surprise. Le fond du chapitre est simple. Tu ne seras jamais stable si tu restes juste compétent. Tu dois être perçu comme quelqu'un avec un poids, une direction, une réputation, une capacité à ne pas être déplacé. Les rêves attirent, l'ego s'endort, la réputation protège, le silence collecte, les règles encadrent. L'anticipation neutralise. Ce n'est pas une morale, c'est une mécanique. Et maintenant, une question rare qui doit te laisser un goût particulier. Ton nom, aujourd'hui, évoque quoi exactement chez les autres? Pas ce que tu espères, ce qui l'évoque vraiment. Si la réponse est floue, tu sais déjà où tu es fragile. Ne corrige pas par des mots, corrige par des actes. Un seul acte, visible. Et puis laisse faire le temps. Le temps, quand il rencontre une réputation cohérente, devient un allié froid. On termine au prochain chapitre. Pas avec une conclusion, avec la dernière pièce du système. Chapitre 8. Tu arrives presque au bout, et tu sens le piège final. Te figer. Beaucoup apprennent des règles, puis se construisent une armure, puis deviennent prévisibles dans leur dureté. Ils gagnent un peu de contrôle, puis ils se rigidifient. Et c'est là qu'ils redeviennent vulnérables. Parce que le monde ne perd pas contre les gens forts, il attend qu'ils se raidissent. Le pouvoir durable n'est pas une posture, c'est une capacité à se transformer sans se trahir. Les dernières lois ne sont pas plus méchantes, elles sont plus profondes. Elles parlent de mouvement, de coupure, de design invisible. Elles te demandent de devenir insaisissable sans devenir vide. Loi 37. Allie-toi avec l'utile, coupe avec le loyal. La loyauté est un mythe confortable. On l'aime parce qu'elle donne un sentiment de sécurité, mais en réalité, elle endort le jugement. Un cercle construit sur la fidélité devient un cercle construit sur l'habitude, et l'habitude crée des angles morts. Tu dois respecter une règle froide. Dans ton environnement proche, chaque personne doit apporter une utilité réelle, pas seulement une chaleur émotionnelle. Sinon, tu portes des poids morts. Et les poids morts te ralentissent exactement quand tu as besoin de vitesse. Ça ne veut pas dire jeter les gens comme des objets, ça veut dire arrêter de confondre affection et structure. Si quelqu'un t'aime mais te tire vers le bas, il t'aime peut-être, mais il ne te sert pas. Et si tu veux durer, tu dois apprendre à couper sans haine, sans discours, sans négociation interminable. La nostalgie est une chaîne. Loi 38. N'argumente pas, influence en silence. L'argument est une perte d'énergie. Il crée une opposition, donc il crée un ennemi, donc il te met en posture défensive. L'influence, elle, contourne, elle s'infiltre, elle modifie le cadre sans provoquer de résistance. Quand tu argumentes, tu affrontes l'ego de l'autre. Quand tu influences, tu utilises son ego. Tu le laisses croire qu'il a choisi, qu'il a compris, qu'il a décidé. Et pendant qu'il se sent libre, tu avances. Dans une négociation, par exemple, ne cherche pas à gagner verbalement, cherche à déplacer les options, à changer la perception, à raconter une histoire courte où ta solution devient la plus logique. Les gens ne veulent pas être convaincus, ils veulent avoir raison. Donne-leur cette sensation et récupère le résultat. Loi 40. Disparaît pour augmenter la demande. La présence constante banalise, elle diminue la valeur. Tu l'as vu, plus tu es là, plus on se permet. Plus tu réponds vite, plus on exige. La rareté, elle, crée une tension. Pas une tension hystérique, une tension de respect. Disparaître ne veut pas dire faire du jeu, ça veut dire contrôler ton exposition, choisir tes moments, laisser du vide pour que les autres sentent ton poids et surtout préserver ton énergie. Si tu es toujours visible, tu deviens facile à lire, facile à attaquer, facile à ignorer.
Si tu choisis tes apparitions, tu crées un effet de gravité. On se prépare à te parler, on fait attention, on pèse ses mots, parce qu'on ne sait pas exactement quand tu reviendras. Loi 41. Sois la rupture, pas l'héritier. Tant que tu joues dans les traces de quelqu'un, tu seras comparé. Comparé, donc diminué. Le monde adore comparer parce que ça évite de penser. Si tu veux être vraiment puissant, tu dois créer un point de départ, un style, un standard, une manière de faire, même si c'est petit, même si c'est dans ton micro-territoire. C'est pour ça que beaucoup restent bons, mais jamais dominants. Ils imitent, ils améliorent, ils optimisent, mais ils ne remplacent pas. La rupture ne demande pas de crier, elle demande d'agir de façon tellement claire que l'ancien devient automatiquement obsolète. Loi 42. Frappe le berger, disperse le troupeau. Les foules ne sont pas ton adversaire principal, les structures non plus. Ce sont les pets, les nœuds, les relais. Dans n'importe quel groupe, il y a une ou deux personnes qui tiennent l'orientation, celui qui influence, celui qui décide, celui que les autres regardent avant de parler. Si tu attaques la masse, tu t'épuises. Si tu neutralises le nœud, tout bouge. C'est utile pour comprendre pourquoi tu te sens parfois impuissant. Tu te bats contre des effets visibles au lieu de viser la source invisible. Et dans ta vie personnelle, ça veut dire une chose, ne gaspille pas ton énergie à convaincre tout le monde. Identifie celui qui compte ou le mécanisme qui compte et agis là. Le pouvoir est une question de ciblage. Loi 43. Contamine les autres avec ta stratégie. Le contrôle ultime, ce n'est pas de donner des ordres, c'est de faire en sorte que les autres pensent comme toi, que tes critères deviennent leurs critères, que tes standards deviennent la norme. Ça se fait par design. Tu crées des routines, des cadres, des phrases, des processus, des habitudes qui orientent les décisions sans que tu sois là. Quand ton entourage adopte ton rythme, tes exigences, ta manière de cadrer, tu n'as plus besoin de pousser. Ils se poussent eux-mêmes dans ta direction. Ça, c'est le pouvoir durable, être absent et quand même présent dans la manière dont les choses se font. Loi 44. Reflète leur noirceur, puis surpasse-la. Le monde n'est pas propre. Si tu restes pur au point d'être naïf, tu te fais manger. Cette loi ne te demande pas de devenir mauvais, elle te demande de savoir répondre à la noirceur par une précision supérieure. Si quelqu'un manipule, tu n'as pas à expliquer pourquoi c'est mal. Tu dois cadrer, couper, mettre un coup. Si quelqu'un ment, tu n'as pas à t'indigner. Tu dois rendre le mensonge inutile. Si quelqu'un joue sale, tu n'as pas à jouer plus sale. Tu dois jouer plus intelligemment, plus court, plus verrouillé. L'honnêteté n'est pas une stratégie, c'est une valeur. Une valeur sans stratégie devient une proie. Loi 45. Change en apparence, reste le même en secret. Les gens acceptent plus facilement une domination repeinte qu'une domination nue. Ils aiment croire au progrès, à la réforme, à la nouveauté. Comprendre ça te sert à deux niveaux. D'abord, ne te laisse pas séduire par les grands discours de changement. Regarde les mécanismes. Ensuite, quand toi tu évolues, laisse les autres voir le vernis avant de voir la structure. Tu n'as pas à annoncer tes transformations intérieures. Tu les mets en place, tu ajustes l'apparence pour qu'elle passe et tu gardes ton intention stable. L'intention, c'est ton axe. L'apparence, c'est ton camouflage. Loi 46. Ne bâtis pas d'empire, bâtis des dépendances. Un empire attire les attaques, une dépendance attire la protection. Si ton rôle devient un point de survie pour d'autres, ils te défendront même quand ils ne t'aiment pas. C'est une loi d'argent, de carrière, de relations. Ne cherche pas à posséder tout, cherche à devenir un passage obligé, un nœud, un accès, une solution, et rend ce passage agréable, simple et efficace. Les gens protègent ce qui leur est confortable et vital. Sois vital, pas bruyant. Loi 47. Ne laisse rien inachevé. Tout ce que tu laisses ouvert devient un crochet pour te tirer en arrière. Un conflit non résolu, une dette floue, une promesse vague, un partenariat à moitié. Les fils pendants deviennent des menaces futures parce qu'ils reviennent au mauvais moment. La finalité est une armure. Quand tu termines proprement, tu retires aux autres la possibilité de te rattraper par le passé. Tu fermes les portes, tu réduis les angles et tu avances plus léger. Beaucoup d'ambitieux n'échouent pas parce qu'ils manquent de capacité, ils échouent parce qu'ils traînent trop de restes derrière eux. Termine, ferme, couche la décision dans le réel. Loi 48.
Deviens informe. La fin n'est pas une couronne, c'est une forme. Être informe, ce n'est pas être vide, c'est être impossible à enfermer, impossible à prévoir, impossible à réduire à une case. L'homme rigide se brise, l'homme défini se capture, l'homme informe glisse, il s'adapte, il change d'angle, il renonce à une bataille pour gagner une guerre. Il n'attache pas son ego à une seule identité, il n'a pas besoin de toujours avoir raison, il a besoin d'être toujours en mouvement. Cette loi est la plus difficile parce qu'elle attaque ce que tu veux le plus, une stabilité émotionnelle, une image claire, une place fixe. Mais la vraie stabilité vient de la capacité à bouger sans paniquer, à perdre sans s'effondrer, à changer sans se trahir. Voilà la dernière pièce. Le pouvoir, au fond, est une liberté de manœuvre. Et la liberté de manœuvre se paie par le silence, par la rareté, par les limites, par la finalité, par la fluidité. Je ne vais pas conclure parce que si tu cherches une conclusion, tu cherches un confort, et je ne t'ai pas écrit ça pour te rassurer. Je te l'ai écrit pour te rendre plus difficile à déplacer. Si tu veux un acte simple, discret, qui change tout sans bruit, arrête de te définir à haute voix. Ne dis plus « je suis comme ça », ne dis plus « moi je ». Laisse les autres se coincer dans leurs étiquettes, toi reste mobile. Et la prochaine fois qu'on essaiera de t'utiliser, tu verras quelque chose d'étrange. Tu n'auras plus besoin de te battre. Il n'y aura rien à attraper. Chapitre 9. Ce que tu appelles changer, au fond, c'est souvent juste arrêter de te trahir pour être accepté. Tu as peut-être écouté ces lois comme on écoute une voix froide, avec un mélange de fascination et de rejet. Parce qu'une partie de toi veut croire que le monde peut être simple, que la loyauté suffit, que l'effort parle pour toi, que la morale protège. Et une autre partie de toi sait déjà que ce n'est pas vrai, mais n'osait pas le dire. Le point n'a jamais été de te rendre dangereux pour les autres. Le point a été de te rendre dangereux pour tes propres automatismes. Ceux qui te font céder, te faire petit, te justifier, te laisser déplacer, te livrer trop tôt, rester trop longtemps, réparer ce que tu n'as pas cassé. Tu n'es pas né faible. Tu as été conditionné à croire que la noblesse consiste à ne jamais prendre l'avantage. Alors que la vraie noblesse, c'est de savoir quand l'avantage est nécessaire pour survivre sans te dégrader. Le pouvoir, tu l'as vu, n'est pas une énergie mystique, c'est une mécanique. Et une mécanique n'a pas d'opinion sur toi. Elle n'a pas d'état d'âme. Elle te récompense quand tu comprends ses lois. Elle t'écrase quand tu les nies. Si tu veux une synthèse, elle tient en peu de choses, mais elles sont exigeantes. D'abord, tu ne seras plus jamais remplaçable par politesse. Tu vas construire une rareté, une position, un levier. Pas pour qu'on t'admire, pour qu'on te respecte, sans discussion. Ensuite, tu ne confondras plus proximité et sécurité. Tu vas fractionner l'accès. Tu vas arrêter de donner ton mode d'emploi. Tu vas garder une zone intacte, pas pour mentir, mais pour respirer. Puis tu vas reprendre le tempo. Le temps, le silence, la lenteur stratégique. Ce sont des armes propres. Elles n'agressent personne, elles t'empêchent juste d'être piloté. Tu vas aussi accepter une vérité qui fait mal. Beaucoup de relations tiennent parce que tu compenses. Le jour où tu arrêtes de compenser, elles se révèlent. Certaines s'écroulent, d'autres se redressent. Dans les deux cas, tu récupères ta dignité. Tu vas apprendre à décider sans émotion visible, à laisser les gens payer le prix de leur choix, à terminer ce que tu commences, à fermer les portes sans drame. Et surtout, tu vas arrêter de croire que l'intégrité consiste à être transparent. L'intégrité consiste à être cohérent avec ton axe, pas à te rendre lisible. La plupart de tes blessures, jusqu'ici, ne venaient pas de la violence, elles venaient de l'usage. On t'a utilisé parce que tu étais ouvert, parce que tu étais constant, parce que tu étais prévisible, parce que tu avais besoin d'être reconnu. On t'a utilisé aussi parce que tu étais bon dans ce que tu fais. C'est la partie la plus humiliante. On ne se fait pas toujours exploiter parce qu'on est faible. On se fait exploiter parce qu'on apporte de la valeur sans imposer de cadre. À partir de maintenant, ton cadre précède ta valeur. Ton non précède ton oui. Ton silence précède ta réponse. Ta rareté précède ton effort. Et ta réputation précède ton explication. Ce changement-là va provoquer un effet secondaire. Tu vas te sentir plus seul au début. Pas parce que tu perds des gens, parce que tu perds une illusion. L'illusion que tout le monde t'appréciait pour toi. Une partie t'appréciait pour ton accessibilité, une partie pour ton énergie gratuite, une partie pour ta culpabilité. Quand tu retires ça, certains deviennent froids, d'autres deviennent respectueux, et quelques-uns restent, sans bruit. Cela compte.
Mais il y a un autre effet secondaire, plus important. Tu vas commencer à te reconnaître. Tu vas t'écouter. Tu vas te croire. Parce que tu ne seras plus en train de courir après des signaux externes. Tu vas agir comme quelqu'un qui se possède. La plupart des gens n'ont jamais connu ça. Ils appartiennent à leur peur, à leurs besoins, à leur image, à leur clan, à leur colère. Ils vivent en réaction. Toi, tu peux devenir un homme d'initiative, un homme qui choisit ses batailles, qui cadre ses échanges, qui protège son énergie, qui n'attend pas que le monde soit juste pour être efficace. Et là, je te dis quelque chose que peu de gens acceptent. Tu peux garder une forme de décence même dans ce monde, mais elle doit être armée. La décence non armée est une invitation. On ne respecte pas ton bon cœur, on respecte ta capacité à imposer un coup quand on te manque de respect. Tu n'as pas besoin de punir tout le monde. Tu as besoin d'être clair sur ce qui se passe si quelqu'un essaie. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la structure. Maintenant, une question, et je la laisse volontairement sans réponse complète. Si personne ne te regardait, si personne ne te jugeait, si personne ne devait te comprendre, quelle décision prendrais-tu immédiatement? Tu sais laquelle. Et tu sais aussi pourquoi tu ne l'as pas prise. Ce n'est pas un manque de ressources, c'est un manque de permission intérieure. Le pouvoir commence souvent là, se donner la permission de faire ce qui est nécessaire sans demander l'autorisation morale à des gens qui ne vivent pas ta vie. Je ne te promets pas une vie plus facile, je te promets une vie plus nette, moins de flou, moins d'auto-trahison, moins de j'aurais dû. Et ça, pour un esprit ambitieux, lucide, fatigué des jeux absurdes, c'est déjà énorme. Tu ne deviendras pas invulnérable, personne ne l'est, mais tu deviendras plus difficile à déplacer, plus difficile à lire, plus difficile à exploiter. Et tu verras que beaucoup d'attaques s'arrêtent quand tu ne réagis plus comme une cible. Elles cherchent ailleurs. Le monde est plein de gens ouverts, pressés, bavards, culpabilisés. C'est sur eux que ça tombe, pas sur ceux qui se possèdent. Si tu veux un dernier geste, discret, sans théâtre, fais-le comme un rituel. Choisis une seule loi parmi toutes. Une seule. Celle qui te fait le plus peur. Et applique-la pendant 7 jours sans en parler à personne. Juste 7 jours. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, pour vérifier dans le réel ce que tu as toujours senti sans oser l'assumer. Quand tu changes ta position, le monde change sa manière de te traiter. Et si au bout de ces 7 jours tu sens ce calme étrange, cette clarté un peu froide, cette sensation que ton espace intérieur s'est élargi, ne t'excuse pas de l'avoir trouvé. Garde-le. C'est le début. Pas d'une domination, d'une souveraineté.